Bien, alors bonsoir à vous toutes et à vous tous qui êtes là ce soir au Centre Sèvres pour ce mardi d'éthique publique, à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent dans différentes villes de province où notre débat est relayé. Bonsoir également aux auditeurs de RCF qui peuvent suivre notre rencontre. Alors, cette rencontre, eh bien, son titre n'a surpris personne, et vous êtes très nombreux à nous le prouver. Gilets jaunes, derrière le mouvement social, une crise de la démocratie. Réel ou de fiction, les révoltés contre le fisc peuplent l'histoire de France. Mandrin, Jacques Croquant, Pierre Poujade, Gérard Nicou, bien oublié aujourd'hui, tous ont incarné à un moment ou à un autre la révolte contre l'impôt insupportable. Rien d'étonnant donc à ce que les premiers commentaires sur les manifestations de Gilets jaunes aient privilégié le rejet des taxes sur les carburants comme première cause de cette protestation inédite. C'étaient des analyses à courte vue dont le caractère partiel est très vite apparu. Pauvreté, pouvoir d'achat, bien d'autres raisons à l'occupation des ronds-points, une infrastructure, soit dit en passant, dont la France est le coûteux chef de file européen. Bien d'autres raisons, donc, se sont fait jour. Puis a émergé enfin l'exigence de mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne. Bien des observateurs ont pensé, dans les années 1990 et 2000, que la France possédait, avec le Front National, une sorte de matrice des mouvements populistes européens. Les Gilets jaunes sont venus montrer que notre pays était peut-être en retard, les guillemets sont de rigueur, en cette matière, et que la critique de la démocratie représentative emboîtait le pas chez nous à ce qu'elle a été dans d'autres pays voisins, l'Italie en particulier. Les Gilets jaunes mêlent à l'insurrection sociale, souvent violente, une exigence de redéfinition des relations entre gouvernants et gouvernés. Les réseaux sociaux, comme cela a été le cas avec le mouvement 5 étoiles en Italie, joue un rôle clé dans la mobilisation. La fraternité des ronds-points ne doit pas non plus être sous-estimée. Enfin, la violence n'est pas seulement présente dans les comportements. Une parole se libère, affranchie de respect ou de tabou, chacun jugera, qui bouleverse, avec des conséquences encore imprévisibles aujourd'hui, le discours politique. Derrière le mouvement social, c'est donc une crise de la démocratie qui se révèle, avec une vigueur peut-être insoupçonnée jusque-là. Pour en proposer une première interprétation, 3 observateurs ou acteurs de la politique nous ont rejoints, et je les remercie en votre nom de leur présence. François Ernenwein, rédacteur en chef de La Croix, je crois qu'il n'est pas nécessaire de le présenter davantage. Frédéric Lazorte, politiste, conseiller de la revue Études, auteur en 2004 d'un essai intitulé « Une crise française » qui réfléchissait déjà sur les causes de la présence de Jean-Marie Le Pen, en particulier, au 2e tour de l'élection présidentielle de 2002. Et enfin, Dominique Potier, député socialiste de Meurthe-et-Moselle, et c'est François Ernenwein qui prend le premier la parole. Quel succès! Je suis étonné qu'il y ait tant de monde, mais je pense que ça doit beaucoup plus au sujet qu'à la qualité des intervenants. Parce que ma conviction, c'est que ce soir, on ne peut pas prétendre faire beaucoup mieux que poser autant de questions que d'apporter de réponses. En effet, quand on prétend parler des Gilets jaunes, il faut commencer par constater que le mouvement est une sorte d'auberge espagnole où chacun va projeter ses fantasmes. La première évidence, quand on est journaliste comme moi, quand on observe les Gilets jaunes, ce qui se passe, la première des évidences, c'est de constater la diversité sociologique et surtout les différences d'intentions portées par un certain nombre de Gilets jaunes. Quand on fait ce constat et qu'on se projette un peu plus loin, on est aussi obligé de constater que dans cette logique-là, il faut se préparer à une sorte d'évidence. Le grand débat annonce déjà beaucoup de déçus. J'ai vu, par exemple, dans ma campagne d'adoption, là où je vais souvent,
des revendications dont je pense qu'il ne sera jamais souhaitable de les honorer. Donc pour bien parler de cet après-Gilets jaunes, il faut aussi considérer qu'à l'issue du grand débat, la prise en compte des contenus des cahiers de doléances ouverts principalement dans le monde rural, alors qu'il est, seront déterminants. Il faut aussi, je pense, et c'est équilibré comme point de vue, il faut tenter d'évaluer aussi les intentions du pouvoir face à cette grogne. Est-ce qu'il choisira de la prendre en compte ou par différents moyens de tenter de l'effacer? À mon avis, c'est dans les réponses à ces questions que se joue beaucoup de la suite, et je crois que c'est aussi ça l'objet du débat ce soir. Cette crise a pu se développer, me semble-t-il, parce qu'il est aussi, bien au-delà de ce qu'a dit fortement et très bien Jean-Luc Poutier, ce qui est en cause, c'est bien autre chose que la taxe carburant, qui a été, on le sait, le déclencheur, ou même la pression fiscale. L'observation du journaliste a amené à constater, mais c'est des évidences que vous avez dû faire vous-même aussi, il y avait à l'origine du mouvement des Gilets jaunes une demande d'écoute opposée à la gestion hyper technocratique du pouvoir. Et je crois que c'est pas faire insulte à Emmanuel Macron que de dire que les premiers mois de son mandat, la verticalité qu'il a mise en place, à l'opposé d'ailleurs de ses promesses de campagne ou de l'ambiance de sa campagne en tous les cas, cette verticalité ne correspondait ni à la promesse implicite qui était la sienne, ni véritablement aux besoins d'écoute qui se sont manifestés plus tard à travers les revendications des Gilets jaunes. Il y avait aussi, et ça, il y a de meilleurs spécialistes que moi à cette table, une demande de dialogue avec les responsables politiques. Je crois qu'on peut faire honnêtement le constat, après des années d'études, de réflexion dans les cercles universitaires, dans les cercles associatifs, etc., que la démocratie représentative telle qu'elle est pratiquée en France n'assure plus ce dialogue entre les élus et les électeurs. Le postulat de principe, à mon avis, pour éclairer ce débat, c'est d'admettre enfin collectivement que la démocratie ne peut pas être tout entière contenue dans une somme de procédures des élections, et après, pendant 5 ans, 7 ans ou X années, il ne se passe plus rien. La démocratie vivante, bien pratiquée, c'est aussi une éthique de la discussion. Et cette éthique de la discussion, elle implique un dialogue permanent. Les corps intermédiaires ont une place dans ce dispositif. Ce n'est pas faire injure à Emmanuel Macron que d'admettre ici ce soir que dans les 15 premiers mois de son mandat, les corps intermédiaires n'étaient pas ses interlocuteurs privilégiés, puisqu'il avait fait un choix radicalement différent, c'est-à-dire d'installer un pouvoir vertical, de viser une forme d'efficacité technocratique que j'évoquais tout à l'heure, avec toutes les conséquences et toutes les illusions que cette méthodologie porte. Alors, pour ne pas noyer mon propos dans des analyses basiques, je voudrais illustrer ce que je suis en train d'essayer de vous dire par un seul exemple pris dans mon expérience de journaliste. Ma conviction, c'est que réactiver cette démocratie est une arme très efficace contre l'irruption des pulsions dans le terrain politique. Je vais prendre un seul exemple que j'ai détaillé d'ailleurs dans une excellente revue qui s'appelle Projet. C'était un numéro qui avait été édité avant l'élection présidentielle de 2017 pour mettre en garde contre les pièges de l'extrême droite. Et mon modeste apport à ce projet a consisté simplement à comparer 2 cantons de la Meuse à l'occasion des élections départementales de 2016, je crois me souvenir. 2 cantons voisins, je vais les nommer, Saint-Mihiel d'un côté, Étain de l'autre.
Ces deux cantons ont cette particularité de ne pas en avoir de particulière. Ils sont parfaitement identiques. Même sociologie, le monde agricole, mêmes effets de la désindustrialisation dans cette partie de la Meuse, même vague de résidences secondaires sur les coteaux de Meuse qui dominent le lac de la Madine en contrebas. Donc, deux cantons que tout rassemble. Aux élections départementales, ces deux cantons ont produit des résultats diamétralement opposés. Je vais les énoncer. Le seul binôme Front National élu aux élections départementales de cette année-là en Lorraine l'a été dans le canton de Saint-Mihiel. Dans le canton d'Étain, canton voisin, c'est un binôme de gauche qui a été élu. Alors, pour être complet dans ma démonstration, l'élection du binôme Front National a été invalidée ensuite. Je ne rentre pas dans les détails des raisons de l'invalidation. Elle a été invalidée et c'est un élu centriste qui l'a finalement emporté. Enfin, c'est un binôme centriste qui l'a finalement emporté. Mais du coup, en observant sur le terrain, c'est tout près des Éparges, chers à Maurice Genevoix, enfin, qui ont nourri l'expérience de son livre sur ceux de Verdun. Eh bien, dans ces deux cantons, je me suis demandé très simplement pourquoi est-ce qu'avec la même sociologie, on obtenait des résultats électoraux aussi radicalement opposés. Alors je vais vous donner la réponse, je vais faire cesser le suspense. Dans le canton d'Étain, à Fresnes-en-Voivre, il y avait une maison cantonale dont l'objectif était d'examiner, de regarder de près les projets de développement pour le canton. L'orientation de cette maison cantonale, qui avait été installée là par un élu charismatique mort à l'époque où j'étais sur le terrain, cette maison de canton avait donc pour fonction d'instaurer le dialogue autour des projets de développement dans le canton. Eh bien, il n'est pas difficile de déduire que parce que les habitants du canton avaient leur mot à dire, quelles que soient leurs convictions, quelle que soit leur vision de l'avenir, quels que soient leurs présupposés idéologiques sur l'avenir du canton, ça avait un effet formidable de vitalisation, de rendre vivant la démocratie dans le canton et évitait que ceux qui n'avaient pas accès à la parole se réfugient dans des votes extrémistes, qui était exactement le cas du canton de Saint-Mihiel. Quand on allait voir à Saint-Mihiel ce qui se passait, c'était exactement ça. Il n'y avait pas de structure qui permettait à tous les gens de l'espace cantonal nommé de participer au débat sur le développement local, de donner leur avis et de participer peu ou prou à la synthèse et au consensus, à la validation des projets. Ma conviction, à travers cet exemple, je ne vais pas passer des heures dans la Meuse, ma conviction à travers cet exemple, c'est que pour éviter l'émergence de phénomènes comme les gilets jaunes ou les votes extrémistes, l'enjeu de l'accès à la parole, au-delà des considérations économiques que je ne balaye pas d'un revers de main, l'enjeu de l'accès à la parole est quelque chose de déterminant. Et si on analyse au fond ce que disent les gilets jaunes sur les barrages, c'est on ne nous a pas écoutés, c'est-à-dire le sentiment que leur parole était vaine, que l'expression de ce qu'ils avaient à dire sur leur expérience de vie n'était absolument pas audible par le pouvoir. Alors, on va arrêter de pleurer et d'être déprimé, et on va considérer, je voudrais juste poursuivre un petit peu sur cet aspect-là des choses, c'est un travail qui a été fait à la Croix, je me fais le perroquet de ce qu'un certain nombre de confrères ont déjà écrit sur le sujet, mais on s'est posé la question, vous avez peut-être vu le numéro, on s'est posé la question de savoir si la crise des Gilets jaunes n'était pas, au fond, une chance à saisir. Et on s'est posé la question des champs dans lesquels la crise des Gilets jaunes pouvait avoir, en termes économiques brutaux, une petite valeur ajoutée. Alors, on va tomber d'accord aussi, je l'ai vu dans ma campagne d'adoption dont je parlais tout à l'heure, c'est pas la Meuse, c'est la Nièvre, j'ai vu l'expression de colère et de haine insupportable.
Sur le plan langagier, on était au-delà de l'injure à l'adresse du président de la République. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était du lourd. Mais, comme j'essayais de le dire à l'instant, ce mouvement a aussi révélé des aspirations et des ressources qui, d'une certaine façon, le grand débat national a été lancé aujourd'hui dans l'heure par le président de la République. Ces ressources et ces aspirations devraient logiquement avoir pour vocation de nourrir les solutions, les traductions concrètes en matière d'égalité, d'aménagement des territoires, de lien social et de vie démocratique. D'ailleurs, l'intuition que cette crise des Gilets jaunes n'est pas simplement un petit mouvement de fièvre sur lequel on pourra passer très vite, l'intuition que c'est important, on peut même le lire dans les mots d'Emmanuel Macron. Le 10 décembre, quand il s'exprime sur la crise, il dit « Nous ne reprendrons pas le cours de nos vies ». C'est-à-dire, il faut admettre que cette crise a été un bouleversement dans l'histoire politique du pays, un bouleversement qu'on ne pourra pas balayer simplement d'un revers de main en disant « Ils sont bien excités, ils sont bien amusés, passons aux choses sérieuses ». Même le président de la République, aujourd'hui, admet que, à travers le grand débat évidemment, mais dans les prolongements du grand débat, que nous ne reprendrons pas le cours de nos vies. Il y a là une rupture. La rupture, c'est par exemple, on va essayer d'énumérer les éléments de rupture du point de vue du pouvoir et pour l'ensemble du pays. La rupture, ça a été par exemple la prise de conscience par un certain nombre de gens que les difficultés quotidiennes vécues par des millions de Français, c'était une donnée qu'il fallait prendre en compte, augmentée du fait qu'ils étaient convaincus d'avoir été trop longtemps oubliés ou méprisés. Il faut bien, à ce niveau de la discussion, c'est Jean-Noël Jeannet qui a écrit un livre dont le titre est très « Même une idée fausse est un fait vrai ». C'est-à-dire, y compris cette représentation, si elle est injuste pour le pouvoir, ce dont je ne suis pas absolument certain, à supposer qu'elle le soit, c'est quand même une donnée objective pour essayer de sortir de la crise que traverse le pays. Alors, sur le plan strictement économique, il y a eu 10 milliards d'annoncés, etc. Mais c'est la preuve que l'intuition que je disais tout à l'heure, cette crise n'est pas seulement une crise sociale, c'est aussi une crise de la démocratie, c'est-à-dire la démocratie, pas de la démocratie en général, je pense, mais une crise de la démocratie représentative. Et la question qui est posée maintenant, c'est, je ne veux pas être trop long, mais on peut postuler devant tant d'incertitudes qu'au moins les défis à relever par le pouvoir sont immenses. Si on veut véritablement réduire les inégalités sociales et territoriales, trouver de nouveaux espaces de sociabilité, ça a été évoqué tout à l'heure dans le propos liminaire, et puis répondre au fond aux attentes citoyennes en matière de démocratie. Alors, combattre les inégalités, j'ai évoqué à l'instant les 10 milliards, il y a eu un gros boulot de fait dans le contexte européen, on ne peut pas dire balayer ça d'un revers de main, même si je reste convaincu que ce n'est pas la seule réponse, ou ce n'est pas une réponse suffisante pour régler les problèmes, mais en tous les cas, là, il y a une proposition en dehors des clous habituels dans ce genre de débat. D'ailleurs, je voudrais noter de manière amusée, alors je ne veux pas m'aventurer sur ce terrain un peu glissant, mais quand même, on est obligé de constater que quelques samedis d'hyper-violence à Paris ou éventuellement ailleurs ont débloqué des situations que des années de combat syndical n'avaient jamais débloquées. Ça pose des questions sur le fonctionnement de la démocratie sociale en France et la place et le rôle laissé aux partenaires sociaux dans le débat. Bon, tombons d'accord pour dire que cette réponse
quand même élevé dans son aspect sonnant et trébuchant, n'est qu'une première étape d'un débat plus profond. Le second point, à mon avis, c'est la fracture territoriale. J'évoquais tout à l'heure la Nièvre. Il se trouve que j'y ai une base arrière depuis une bonne dizaine d'années et j'ai suivi de près la bataille pour le maintien d'urgence de nuit à l'hôpital de Clamecy, sous-préfecture de la Nièvre. Et cette bataille a été épique et hyper médiatisée, et je pense qu'elle était symboliquement, elle est à la source de rien, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais en tous les cas qu'elle a été symboliquement, parce qu'elle a été hyper médiatisée, la popularisation du thème de la désertification d'un certain nombre de territoires dans ce que on appelle communément, même si c'est assez désagréable, la diagonale du vide qui va des Ardennes jusqu'aux Pyrénées. Donc là, quand même, le doigt a été mis sur un grave problème et ça a relégitimé la revendication des élus locaux, surtout dans le monde rural. D'ailleurs, il y a une association, l'association des maires ruraux, qui était la grande inconnue du débat public, dont vous constaterez aujourd'hui qu'elle est devenue une quasi-star, puisqu'elle est peu ou prou mandatée pour activer le grand débat national. C'est-à-dire ceux dont on se moquait hier, ou qu'on négligeait, le président de la République n'avait pas été à l'Assemblée générale de l'Association des maires de France, etc., toutes ces catégories minorées dans la verticale du pouvoir sont en train de reprendre soudain une importance assez étonnante, mais c'est d'une grande sagesse, parce que pour voir fonctionner les territoires, je vous ai parlé de la Meuse, je viens de vous parler de la Nièvre, s'il n'y avait pas ces maires et ces conseils municipaux dans le monde rural, ben, tout se déliterait. Puisque sur le plan économique, c'est pas formidable, sur le plan des services publics, c'est pas génial, etc. Je vais pas vous dresser le tableau. Alors, ces maires ont un rôle essentiel. Et ça, c'est le résultat de mes observations de journaliste. Ces maires, leur rôle essentiel, il y a la partie institutionnelle de leur fonction, mais c'est pas là que ça se joue. Les maires, dans un certain nombre de communes en tous les cas, sont devenus les fédérateurs d'initiatives locales, de stratégies de résilience des habitants de ces territoires pour lutter contre le désengagement de l'État. C'est pour ça que, alors que la plupart des maires ruraux acceptent au moins d'activer le grand débat, je pense que c'est une chance immense pour sortir de cette question de la fracture territoriale. Parce que eux ont l'expérience d'une chose, un, de la désertification, deux, des réponses possibles à apporter avec peu de moyens à cette désertification. C'est à dessein que j'emploie le mot résilience. C'est-à-dire, dans ces pans de territoire, croyez-moi sur parole, la capacité des gens à rendre la vie vivable, même en l'absence même dans l'hypothèse d'un désengagement spectaculaire des pouvoirs publics qui ont beaucoup misé sur les villes ces derniers temps, et ben cette résilience, elle fonctionne. Je suis peut-être un peu long là, non ? Bon, je prends mon dernier point. Là, c'est plus facile parce que dans le monde catho, on a beaucoup de références. Sur la question de retisser le lien social, j'ai lu le texte des évêques, retrouver le sens du politique. Ce texte est très éclairant et vient accompagner de manière assez pertinente la question du lien social. D'ailleurs, ça a été dit aussi très justement par Jean-Luc tout à l'heure. Il est bien évident que ce phénomène des gilets jaunes a pu se prolonger sur certains ronds-points alors qu'il faisait froid, qu'il y avait du brouillard, qui n'étaient plus très nombreux, parce que les gens qui étaient rassemblés sur ces ronds-points avaient le sentiment de sortir d'une forme d'isolement. Il y avait l'enjeu de la parole, mais il y avait aussi l'expérience concrète d'une solidarité qui n'avait plus le sentiment de pouvoir attendre des pouvoirs publics ou qui sont portés quand même par liberté, égalité et fraternité, mais la fraternité étant souvent le parent pauvre de l'action publique. Ils ont retrouvé là certainement des raisons
d'avoir chaud au cœur. Et ils ont tenu, moi j'ai vu au milieu de la nuit, quand je rejoignais ma campagne, des bras zéro avec des gens, ils devaient faire 0 degré ou pas loin, sur des ronds-points. Et si des gens sont capables de faire ça, et la Nièvre ni la Meuse ne sont centre du monde, s'ils sont capables de faire ça là, ils l'ont fait ailleurs. Il y a de nombreux témoignages que la résistance sur les ronds-points, il a fallu une intervention des forces de police pour qu'un certain nombre de ronds-points disparaissent. Le dernier débat, et ça, c'est notre ami universitaire qui fera ça beaucoup mieux que moi, mais ce qui m'amuse, et je voudrais juste terminer par cette petite remarque amusée, je pense qu'il doit exister dans les couloirs des instituts de sciences politiques, des facultés de droit, une pile plus haute que moi de projets pour améliorer le fonctionnement de la démocratie représentative. Sur le plan théorique, tout a été élaboré. Tout. Sauf que rien jusqu'à présent, sauf des conseils de quartier dans les grandes villes, etc., ou des expériences singulières comme à Kingersheim, en Alsace ou ailleurs, enfin celles qu'on cite tout le temps, sur ce terrain-là, les avancées sur le plan institutionnel n'ont pas été spectaculaires. Et certainement, à l'issue de ce grand débat, je ne vous dis pas que je suis partisan du référendum d'initiative citoyenne, je vous dis juste que cette question qui était académique, universitaire et théorique est devenue une question politique assez centrale et à mon avis pour le grand bien de la démocratie en France. Merci François. De cette première entrée en matière avec le regard du journaliste et le regard d'un journaliste qui fréquente le terrain et pas simplement le 6e ou le arrondissement ou la banlieue parisienne. La parole maintenant donc à l'analyste, si je puis qualifier ainsi Frédéric Lazorte, analyste politique qui va nous donner un autre regard sur ce phénomène. Bonsoir. Alors, analyste, effectivement, mais aussi, puisque malgré tout, la démocratie, ça n'est pas simplement une théorie, c'est une pratique. Je voudrais essayer d'axer mon analyse, qui va essayer d'englober, selon moi, rechercher les causes profondes que nous connaissons tous, en fait, car les choses politiques sont souvent des choses simples, évidentes, palpables, même si nous n'avons pas forcément les mêmes réponses pratiques ou les mêmes projets politiques. Mais je voudrais dire que l'analyse, elle va être associée, je vais essayer de l'associer à mon expérience. On en a dit quelques mots tout à l'heure, en tout cas, du fait qu'effectivement, il y a maintenant 14 ans, j'ai publié un petit essai qui s'intitulait « Une crise française », et dont l'intuition de départ était que la présence fortuite, accidentelle de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle, ainsi que toute l'émotion un peu exagérée, en tout cas très médiatisée, très mise en scène, même chez les citoyens, par-delà leur sincérité qu'a provoqué le second tour de la présidentielle de 2002, ne trouverait pas une réponse uniquement dans le plus jamais ça, ou on va changer, ou pourquoi, etc. C'est-à-dire que la vie politique française s'est petit à petit enfermée dans une impossibilité de fonctionnement entre, d'une part, des politiques ou les seuls politiques, ou, j'oserais même dire, la seule politique acceptable, respectable, et des opinions insupportables, inadmissibles. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que la vie politique française, comme la vie politique démocratique, toutes les vies politiques fondées sur le principe démocratique, donc de la liberté, reposent d'abord sur des différences d'opinion. Et ces opinions, elles ne sont pas correctes, si je puis dire. Elles sont partiales et partielles, et elles nous ramènent toujours, pas simplement à des intérêts, à des croyances, à des passions. Or, il se trouve que dans la façon dont nos démocraties, et particulièrement les démocraties européennes, ont petit à petit tenté de maîtriser ou de dominer ces passions collectives, en particulier au sortir d'une histoire tragique, nous ont peut-être amené à oublier que en démocratie,
nous restons des êtres humains, des animaux politiques, disait Aristote. Et dans cette formule animal politique, je maintiendrai peut-être la raison du côté du politique, mais un animal quand même, au sens où nous avons des passions politiques. Un philosophe américain que j'aime beaucoup, qui est assez peu connu en France, qui s'appelle Harvey Mansfield, expliquait que le propre avait une formule en disant que nous avons d'abord des opinions politiques en fonction de la colère, partant de nos colères, et pas en fonction de nos propositions. Ce qui se passe aujourd'hui avec le mouvement des Gilets jaunes, si on devait l'appeler comme ça, c'est une expression de colère, au pluriel d'ailleurs, colère qui part un petit peu dans tous les sens, mais qui renvoie sans doute à une question substantielle, et c'est celle-là vers laquelle je voudrais arriver en fin de propos, qui est, mais dans quelle communauté exprimer ces colères. En fait, ces colères semblent séparées. C'est même la séparation des colères ou des indignations, leur inégalité, qui est un petit peu le point de départ. On l'a dit, ça a déjà été observé, mais ce qui m'a le plus frappé au début de ce mouvement, c'est l'incompréhension. L'incompréhension de Paris, des élites gouvernantes, des élites journalistiques aussi, ou même des élites intellectuelles, par rapport à une manifestation qui semblait un petit peu risible, ridicule, provinciale, à tous les sens du terme, et auquel on a opposé, eh bien, c'est pas raisonnable, ils ne comprennent rien aux vrais enjeux, au sort de la planète, aux enjeux climatiques en particulier. Tout ça, bien sûr, était une considération très générale qui recouvrait le fait que, d'une part, sur la question du dérèglement climatique, puisque effectivement c'est la dernière manière de globaliser les questions politiques, c'est de parler du dérèglement politique, du climatique, mais je voudrais en reparler plus loin, c'est-à-dire les échelles du politique. Sur le dérèglement climatique, il n'empêche qu'il y avait derrière, et ça a été depuis largement discuté, une véritable question de justice sociale. En l'occurrence, sur qui faire peser d'abord le prix d'une fiscalité écologique. Comment la mettre en œuvre et sur qui la faire peser. Il se trouve que certains d'entre vous l'ont peut-être entendu, samedi dernier, France Culture a diffusé une émission où Alain Finkielkraut recevait Denis Oliven et il me semble qu'en face c'était le président de la Fondation Fondapol, son nom m'échappe mais ça me reviendra. Voilà. Et Denis Oliven a rappelé une chose qui était quand même très intéressante parce que cela renvoie à notre mode de gouvernement. La crise des Gilets jaunes qui est en partie, ou le mouvement des Gilets jaunes qui est en partie lié, mobilisé par des réseaux sociaux, par Facebook en particulier au niveau local, montre qu'on est passé dans un âge de la démocratie qui est de la démocratie numérique, des consultations. Je veux dire, jamais nous n'avons eu, même dans l'élaboration, parce que vous faisiez référence, François, tout à l'heure, au fait que nous avons un chef de l'État qui a mis en scène une verticalité, et une verticalité technocratique, mais le paradoxe, c'est que même dans l'élaboration des lois, et dans l'élaboration de lois techniques et technocratiques, il y a des consultations. Et notamment sur la question de la fiscalité écologique, la consultation qui avait été faite d'experts ou de citoyens avait montré que le sentiment ou le pressentiment d'une injustice dans la manière de mettre en œuvre cette fiscalité écologique était ressenti, était même exprimé. La question donc est derrière et qui était posée par Denis Oliven, pourquoi le politique n'a pas pris en compte ce qui était exprimé ? Fondamentalement, en fait, la crise actuelle nous renvoie à le sentiment que l'on éprouve, chacun, je pense en tant que citoyen, à cette impression que des signaux, que des expressions, que des colères exprimées ne trouvent jamais le moyen de se concrétiser en termes de choix collectifs. En fait, la dérive qu'on pourrait dire
technicienne ou technocratique de notre gouvernement collectif est pour moi consubstantielle à une forme de dépolitisation que nous avons préférée, choisie, parce que nous avons une crainte de la dissociation, du conflit politique, et sans doute que la volonté d'apaisement des tensions dans une société nous a poussé à aller très loin dans la bureaucratisation ou la technicisation des choix politiques. Donc, vous l'avez évoqué, en 2004, je me suis posé la question de mais pourquoi cette crise de 2002 et cette accession de Jean-Marie Le Pen au second tour. En 2017, Emmanuel Macron a été élu face à Marine Le Pen. C'était à la fois une répétition et, on pourrait dire, un mouvement encore plus fort de cette crise de l'offre politique. Car l'offre d'Emmanuel Macron, très intelligente, très articulée, en fait, était certainement la synthèse entre ce que la gauche de gouvernement et la droite de gouvernement avaient proposé, sans forcément le mettre en œuvre, avec juste l'idée, cette fois-ci, on va le faire. Mais la réduction de la droite et de la gauche à l'extrême centre, si on peut dire, posait le problème de où situer toute la part de notre société, de nous-mêmes peut-être, et des citoyens qui ne se reconnaissaient pas dans une offre politique qui finalement est globalement au pouvoir depuis 1983. Si on pose la question de l'alternance, après le choix de François Mitterrand à la fois de l'Europe et du tournant de la rigueur, il n'y a pas eu substantiellement de remise en cause des orientations nationales. Peut-être parce qu'il n'y a pas eu de véritable discussion des orientations européennes. Et tout cela nous renvoie à une question finalement qui est aussi bien pratique qu'idéologique, si je puis dire. C'est-à-dire, quelle est la communauté politique dans laquelle nous gouvernons, nous faisons part de nos opinions et nous décidons en commun, ou en tout cas nous consentons à une décision collective ou commune. Donc, si je puis dire, entre 2004 et aujourd'hui, eh bien, j'ai fait une autre expérience qui était l'expérience du conseil auprès de ministres, donc de cabinets ministériels. Et ce qui m'a étonné, ce qui m'a surpris, c'est que j'ai été saisi par, si je puis dire, l'esprit de service, le grand dévouement, l'intelligence des hauts fonctionnaires que j'ai rencontrés, mais leur coupure, leur détachement, leur éloignement presque par métier de la société. C'est-à-dire que, quel que soit, d'une certaine manière, à eux qui, même étant dans des cabinets ministériels, n'étaient pas tellement politisés, mais quelles que soient leurs bonnes intentions, leur difficulté à comprendre les motifs et les raisonnements de la société était déjà très présent. Je vais en citer un exemple. J'ai servi un Premier ministre qui s'était illustré par un grand discours à l'ONU. Et d'ailleurs, ce grand discours était intéressant parce qu'il restait un point de référence pour beaucoup de Français, quelles que soient leurs opinions politiques. J'y reviendrai après, mais ça veut dire qu'une communauté politique existe aussi par rapport à la capacité qu'elle a de réunir des citoyens au-delà des clivages dans la projection internationale, c'est-à-dire dans quelque chose qui n'est pas juste la vie sociale d'une nation, ou une vie sociale juste française. Eh bien, ce Premier ministre, en fait, il a échoué en tant que Premier ministre, mais à un moment, j'avais été très, très sensibilisé à ce qu'on appelait à l'époque les travailleurs pauvres, en fait, ce qu'on voulait dire, les gens qui ne faisaient pas forcément le choix du travail, et rester dans des revenus de substitution, non pas parce qu'ils choisissaient de ne pas travailler, mais parce que le choix du travail allait de fait diminuer leur qualité de vie et surtout leurs revenus, ce qui était assez extraordinaire. Notamment parce qu'on s'était rendu compte, les analyses existaient, que dans cette France un géographe célèbre, maintenant appelé périphérique, en tout cas dans ces territoires dans lesquels il fallait se déplacer pour aller chercher du travail, eh bien il fallait utiliser la voiture, et utiliser la voiture, c'était avoir de nouvelles dépenses contraintes,
de voitures et d'essence, et qu'il n'y avait rien qui permettait, dans nos dispositifs sociaux, si je puis dire, d'inciter ces gens à se dire il vaut mieux trouver ce travail et d'avoir des revenus de compensation. Alors, comme une observation, parce que moi je faisais de l'observation sociale, sociologique, sur les angles morts des politiques publiques, se traduit nécessairement par une mesure, eh bien à l'époque, la mesure avait été de faire un chèque transport. Problème, un chèque transport est une mesure collective. Elle a commencé par toucher plusieurs millions de personnes qui étaient des agents publics, car c'était aussi une revendication de pouvoir d'achat. Et avant de toucher la cible qui était visée, eh bien, il fallait dépenser plusieurs millions d'euros. Résultat des courses, cette mesure a été abandonnée. Au passage, c'est une mesure qui, en revanche, a été réactualisée par Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France récemment par rapport à la crise que nous rencontrons. Ce qui veut dire que dans l'aspect de l'analyse collective que nous pouvons avoir et dans la mise en œuvre pratique, il y a un hiatus que rencontrent tous les décideurs publics et qui renvoie sans doute aussi aux espaces de décision et aux espaces de gouvernement collectif. C'est le point sur lequel je voudrais en venir assez rapidement pour mon analyse globale, je dirais, du problème que pose cette crise. J'allais dire, en paraphrasant un ouvrage, un roman actuel, quel nous après eux. En inversant cette proposition, vous aurez reconnu le détournement du prix Goncourt actuel de Nicolas Mathieu. Quel nous après eux, c'est vraiment la question que me pose la crise actuelle. Parce qu'en fait, ce qu'elle évoque, c'est que le politique ne dessine plus aujourd'hui un horizon commun. Le politique ne dessine plus un horizon commun. J'ai évoqué le grand mépris qui a d'abord accueilli le mouvement des Gilets jaunes et qui peut déboucher sur une petite peur, on dira, parce que la grande peur, elle est passée, on n'est plus au moment de la Révolution française, mais une petite peur ou des peurs. Et de l'autre côté, des haines, et une haine de classe inconsciente d'elle-même. Nous avons donc un mépris invisible à lui-même et une haine de classe inconsciente d'elle-même. Probablement parce que, comme l'a fait observer il y a quelques années Pierre Manant, dans un texte qui, à ma connaissance, n'a pas été traduit en français, et qui était dédié à une revue américaine c'est à lui que j'ai emprunté la notion d'extrême centre. Il s'est passé que les deux communautés d'appartenance visibles, concrètes et d'ailleurs concurrentes, qui étaient la nation et la classe, mais la nation c'est juste la communauté politique d'ensemble, ça pourrait être l'Europe, sauf que l'Europe ne veut pas, ou ne peut pas, ou ne parvient pas à être une communauté politique au même sens que la cité ou la nation, si on se réfère à des grands exemples historiques. Donc on dira la communauté politique d'appartenance, l'horizon de ce qui fixe le patriotisme ou une grandeur collective, et d'autre part l'autre réalité qui lui était opposée, à savoir la classe, la persistance des divisions sociales, des classes sociales, sont devenues en quelque sorte invisibles à elles-mêmes ou impensées dans notre formulation politique. En somme, nous ne parlons de la nation que négativement, et nous ne parlons de la classe sociale que négativement aussi, quand tout d'un coup, on se rend compte qu'on ne les a pas totalement effacés. Un peu de manière un peu misérabiliste, en se disant « Oh, ils ne peuvent pas comprendre », ou alors il faudrait leur donner des aides pour leur permettre de sortir de leurs conditions sociales. Et c'est devenu, c'est d'ailleurs symptomatique, dans la proposition d'Emmanuel Macron, une proposition sur la mobilité. Finalement, la seule perspective collective serait l'émancipation des individus et la mobilité sociale, la mobilité culturelle, la mobilité géographique. C'est très important parce que ce sont des individus que l'on cherche à extraire et non plus des catégories ou des classes sociales que l'on continue à considérer comme partie prenante de la société. L'émancipation, si je puis dire, est devenue une obsession, mais une obsession de nantis. Une obsession intellectuelle, une obsession
du chef de l'État, par exemple, qui emploie souvent cette expression, mais aussi une obsession d'intellectuel. Il faut émanciper. Pierre Rosanvallon vient de publier, il y a quelques semaines, un ouvrage sur notre histoire intellectuelle et politique, je pense qu'il a appelé Notre, dans lequel, en fait, il fait quelque chose qui est très intéressant. Il fait le récit de sa vie personnelle sous un angle intellectuel. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'à aucun moment, on ne perçoit d'autre chose que lui-même. Dans tout ce livre, on voit juste un intellectuel qui nous explique que c'est très embêtant parce que le présent lui donne tort, mais les intuitions qu'il avait en 68 étaient les bonnes, et que l'autogestion, c'était la bonne solution, et que c'est dommage parce qu'elle n'a pas été mise en œuvre, et donc il faut la mettre en œuvre, et que l'émancipation reste l'horizon collectif. Sauf qu'on a envie de lui dire, problème, si tes intuitions sont les bonnes, mais que leur traduction politique n'a pas été au rendez-vous, pourquoi ? C'est pas que tous les autres aient pu avoir tort, c'est que sans doute il manquait quelque chose. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est la question de l'émancipation ne nous sortira pas de cette crise. L'appartenance, en fait, est devenue une malédiction. J'allais même dire une malédiction de pauvre. D'ailleurs, je vais citer Nicolas Mathieu, cette fois-ci, dans son livre, dans son roman, son personnage principal, qui s'appelle Anthony, à un moment, il le décrit et il dit « Anthony, de plus en plus, dit-il, s'imaginait supérieur, il rêvait de foutre le camp. » J'ai été très saisi par ce foutre le camp, car je pense qu'on ne mesure pas à quel point c'est devenu aujourd'hui peut-être le seul leitmotiv partagé par la jeunesse, par les générations après nous. Et nous, après eux, que deviendrons-nous ? Car ils veulent partir, car ils ne voient plus d'horizon commun. Les plus, je dirais, favorisés par notre système scolaire s'en vont. Leur horizon est mondial. Les moins favorisés cherchent à quitter le territoire auquel vous avez fait référence et sur lequel il ne reste quelquefois plus rien, plus de travail, plus de perspective, plus d'héritage même, plus de transmission. Qu'y a-t-il à transmettre ? Des couches populaires, des savoirs populaires, du monde paysan, je n'en parle même pas, même si celui-ci s'accroche finalement pas mal à ce qu'il représente dans notre société. Mais c'est cette question-là de l'appartenance qui me semble être posée par les Gilets jaunes négativement, si je puis dire, c'est-à-dire par une appartenance qu'on leur dénie et qu'ils nous renvoient comme de manière vulgaire, de manière grossière. Je ferai un petit point sur cette question de la grossièreté. Tocqueville, et c'est là où je voudrais en venir, la question du politique, c'est la question de l'articulation des niveaux de gouvernement. C'est pas la question de la séparation ou de la représentation. C'est pas la question uniquement des gouvernants et des gouvernés. C'est la question des espaces de gouvernement. Or, ces espaces de gouvernement, ils ne peuvent pas être séparés. On a aujourd'hui trop séparé le local du national et de l'européen et du mondial, au-delà. Sauf que la communauté la plus forte, à mon avis, la communauté la plus forte historiquement et la communauté la plus forte passionnellement reste la nation. C'est-à-dire que dans cette idée d'amener nos politiques collectives, ou en tout cas notre définition politique, vers le plus de globalisation possible, en fait on a réussi à globaliser les techniques, l'économie, mais on ne réussira pas à globaliser la politique ou le politique. Il y a plusieurs raisons pour ça, on pourrait en discuter, mais je voudrais juste attirer votre attention sur l'une des raisons pour lesquelles on n'arrivera pas à globaliser le politique. C'est une réflexion que faisait un autre philosophe, Léo Strauss, sur la question du gouvernement mondial. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est une question qui est ancienne, qui occupe les philosophes depuis une cinquantaine, 200 ans, peut-être même depuis le début de la philosophie politique. Aristote situait la vie politique achevée dans la cité parce que c'était une communauté achevée. Nous avons l'impression que l'espace politique le plus achevé est le plus large. Et les moyens de communication, même je dirais les moyens de vie économique, de représentation, de visibilité aujourd'hui nous permettent d'imaginer que la Terre est finalement un village global, un petit village, un très petit village.
En fait, je ne vous appelle pas à ne pas vous soucier de la planète, c'est pas du tout ma question. Sauf que ça n'est pas un village unifié. Et ça n'est pas un village qui peut avoir un gouvernement mondial. Car pour avoir un gouvernement mondial à cette taille-là, il faudrait qu'il soit gouverné par les plus sages, qui s'occupent du bien commun, d'un bien commun qui serait le plus large possible. On voit bien que cela est difficile puisque même les philosophes ne sont pas d'accord entre eux. C'est la réflexion que faisait Léo Strauss. Donc pour terminer, je voudrais dire que, en fait, je voudrais vous faire 2 citations. Je vais terminer sur 2 citations, sur cet élément commun que l'on recherche et que l'on a perdu. Je vais vous citer d'abord De Gaulle, qui parlait, et ça c'est une réponse à la question du gouvernement vertical, de la verticalité, du commandement. La véritable école du commandement, écrivait-il, est celle de la culture générale. Par elle, la pensée est mise à même de s'exercer avec ordre, de distinguer dans les choses l'essentiel de l'accessoire, de s'élever à des degrés où les ensembles apparaissent sans préjudice des nuances. Je voudrais bien qu'on comprenne bien le sens de cette parole. La culture générale n'est pas un savoir technique, c'est un savoir commun. S'élever à l'essentiel sans préjudice des nuances, c'est exactement ce que l'on revendique comme forme de justice dans une démocratie. L'autre citation, d'un autre bord, et un peu auparavant, je l'emprunterai à Jaurès. C'est son fameux discours à la jeunesse. Et en fait, ce que j'y ai retenu, c'est sa définition de la République, ou de la chose commune. Dans une France moderne, qu'est-ce donc que la République ? C'est un grand acte de confiance, disait-il. Jusque-là, les hommes politiques peuvent le suivre encore. Mais quand il précise « instituer la République », c'est proclamer que des millions d'hommes sauront tracer eux-mêmes la règle commune de leur action, qu'ils sauront concilier la liberté et la loi, le mouvement et l'ordre, qu'ils sauront se combattre sans se déchirer, que leurs divisions n'iront pas jusqu'à une fureur chronique de guerre civile et qu'ils ne chercheront jamais dans une dictature même passagère une trêve funeste et un lâche repos. Là, en revanche, c'est un mot d'action. Merci Frédéric Lazorte. Je rappelle pour les auditeurs de RCF qu'ils écoutent les mardis d'éthique publique du Centre Sèvres, consacrés ce soir aux Gilets jaunes, derrière le mouvement social, une crise de la démocratie. Et je propose à François Ernenwein de réagir, après sa propre présentation, aux propos de Frédéric Lazorte. Il n'y a pas d'opposition frontale, mais il y a quand même quelque chose qui m'obsède. Alors là, je vais puiser moi aussi, chez les bons auteurs. Bruno Latour, qui est un sociologue des sciences, mais qui a étendu le champ de ses investigations, a écrit un livre formidable ces dernières années qui s'appelle « Où atterrir ». Et le propos de Bruno Latour est de situer le débat à la hauteur qui me paraît souhaitable. Tout à l'heure a été évoquée la question de l'appartenance. Et à travers les Gilets jaunes, ce qui était admirable, c'est que la plupart des Gilets jaunes affichaient leur enracinement dans des territoires. Et il faut arrêter de penser que cette volonté de s'inscrire dans un espace, d'inscrire sa vie dans un espace, est un crime contre l'esprit. Et c'est même la bonne méthode aujourd'hui pour sortir des dilemmes entre global et local, c'est agir local, enraciné, fort de ses appartenances et penser global. Et ces logiques-là ne s'opposent pas. Et c'est comme ça, je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, l'idée de citoyen du monde est un fantasme. Mais aujourd'hui, on est en train de vivre une régression de la solidarité internationale à des niveaux dramatiques. Je ne sais pas, personne ne sait autour de cette table le résultat du vote du Brexit ce soir, mais je voudrais simplement indiquer qu'on peut analyser le Brexit et l'élection de Donald Trump aux États-Unis comme la position de grandes nations occidentales qui disent au reste du monde, monde développé ou pas,
débrouillez-vous avec les problèmes, nous on essaye de se sauver par nous-mêmes, ancré dans une idée de nation dont on a fait l'éloge tout à l'heure, mais qui me paraît particulièrement régressive. Aujourd'hui, comment veut-on penser la solution aux problèmes auxquels sont confrontés le monde par une surenchère d'égoïsme revendiquée dans le cas des Britanniques, revendiquée dans le cas des Américains et pratiquée par un certain nombre de grandes nations occidentales sur des sujets comme la question de la régulation des flux migratoires ou de l'accueil des migrants, pour parler des vrais sujets. Donc, ma conviction que j'aimerais vous faire partager, il n'y a pas d'antagonisme entre la vision globale, la volonté d'organiser la solidarité internationale et l'ancrage territorial. Si on pratique bien l'autre, on est en mesure de s'inscrire de manière dynamique dans le premier, ou je ne sais pas comment vous dire. J'espère que... mais ce n'était pas en opposition à ce qui a été dit. Mais je voudrais, à l'approche des élections européennes, aussi ouvrir une réflexion. Je suis né sur une frontière en Alsace. La campagne que je voyais de ma fenêtre était la campagne allemande. C'est-à-dire, c'était des champs allemands. CHAMPS. Je voyais des champs allemands depuis ma fenêtre. Dans mon enfance, le tabou était total. La rivière qui me séparait de l'Allemagne était la Lothaire. Avec mes frères et sœurs, enfants, on n'osait pas la franchir parce que c'était un territoire étranger, c'était hostile. En une génération, ce qui semblait impossible, des présidents ou des chanceliers allemands, Valéry Giscard d'Estaing, Helmut Schmidt, etc., ont ouvert la libre circulation dans l'espace européen. Comment voulez-vous qu'au nom de la nation, aujourd'hui, certains, et ça existe en Europe, commencent à contester ce progrès essentiel pour la paix et la civilisation? Je m'interroge quand j'entends murmurer le nom nation à tour de bras. Nous tenions ce soir à la présence d'un homme politique, puisque un journaliste, un philosophe et un politique, puisqu'il a été question des hommes politiques, et de quelqu'un qui soit vraiment inséré dans un territoire ou dans un terroir, et qui en plus a la compétence d'une grande proximité avec le monde rural. Donc je suis heureux d'accueillir Dominique Potier qui, comme on l'a dit au début, a été retenu par beaucoup de responsabilités, mais qui vient nous rejoindre à l'instant. J'ai eu là sa parole, pas très longtemps, parce que c'est important qu'il y ait un temps de questions, mais qu'il nous donne un peu son sentiment, ses impressions, forcément subjectives, mais à partir du lieu où il se trouve, sur ce phénomène que nous sommes, enfin, cet événement, comment le qualifier, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Bien, merci pour cette invitation. Et puis, permettez un petit peu mon trouble d'entrer dans une conversation sans l'avoir entendu. C'est un peu un exercice difficile. J'ai croisé quelqu'un qui m'a dit ils ont parlé de ça. Ça m'a paru vertigineux, brillant. Et je suis un peu impressionné. Alors, je vais essayer de faire un récit un peu de terrain et puis peut-être de participer, de rentrer progressivement dans la conversation. Alors, je le fais depuis un territoire singulier qui m'a reconduit comme socialiste aux dernières élections dans un territoire face à En Marche, dans un territoire où l'ancrage et l'enracinement populaire du travail que j'ai fait comme paysan, comme élu local et comme militant associatif a contribué à tenir le cap dans un moment de turbulence. Et ça m'a peut-être donné cette proximité qui s'est vue dans les élections de plus c'était populaire, plus c'était proche, plus c'était fort, une capacité peut-être à ne pas être surpris par ce mouvement, et d'autre part à en parler un peu la langue et ne pas avoir eu de difficulté. Enfin, j'avais pas l'impression de faire un voyage exotique ou ethnologique quand j'allais sur un rond-point, un point de résistance ou en dialogue avec les personnes. On se connaissait un petit peu. Voilà. Et puis, j'ai vécu une belle cérémonie des vœux la semaine dernière et j'avais invité les 2 réseaux de Gilets jaunes qui correspondent aux 2 bassins de vie du territoire. Ils sont venus et avec quelques autres catégories populaires, j'avais la chance d'avoir une belle image de France diversifiée
sociologiquement, culturellement, qui a subi une heure de discours, pas que de moi, mais des invités, etc., et qui a bu un coup tous ensemble. Et je me suis dit, la France n'est pas foutue, puisque le notaire du coin, le chef d'entreprise, le président de l'Interco, le machin et tout, peuvent boire un coup de vin gris de Toul, le meilleur du monde, et c'est notre potion magique. Voilà. Donc c'est cette expérience qui n'est pas dramatique, parce qu'il n'y a pas eu de violence. Il s'appelait, comme il s'appelle chez nous, les Pacifiques. Et je me suis fait fort. C'est souvent la réunion d'après les réunions, c'est-à-dire j'en revenais des réunions de terrain, la réunion sur le contrat local de santé, sur la transition énergétique, des réunions savantes, des sachants et des intégrés. Et je repassais sur les ronds-points, les machins, discuter avec eux. Et j'ai eu cet échange, et parfois des croisements. Ils sont venus à des réunions de compte rendu de mandat, etc. Donc c'est ce croisement qui m'a intéressé. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Sûrement des banalités par rapport à ce que vous avez échangé. J'ai noté 5 points. Le premier, mais ça a été dit par tout le monde, mais je veux le dire aussi à ma manière, ça a permis à des gens qui étaient invisibles politiquement de prendre la parole. Ça a permis à des personnes qui souvent étaient par trop seules de vivre une expérience de fraternité, une aventure collective. On construit une cabane. J'avais l'impression que c'est une nouvelle MJC en blaguant. Je me disais, c'est les maisons. Alors c'était pas très jeune, pas forcément jeune, mais c'était on construit une cabane où on fait, on échange de la culture, du savoir. On fait de la politique pour le meilleur et pour le pire, mais on fait de la politique. Voilà. Et le troisième point qui m'est paru caractéristique, c'est que ils sont ceux que j'ai rencontrés dans une logique d'abolition des privilèges. Un peu foutraque, mais chaque fois je dénonçais que chaque fois qu'on déconstruisait le discours en disant mais ça c'est vrai, vous êtes sûr vraiment que c'est après, mais non mais c'est pas ça, mais il y avait une volonté profonde d'abolir les privilèges, donc de se ressentir comme revendiquant cette abolition. 3 points, des invisibles qui prennent la parole, une vraie fraternité humaine. Je ne veux pas l'idéaliser, mais c'est vrai. Et cette volonté d'abolition des privilèges. Vous avez 3 caractéristiques que je dirais plutôt positives que j'ai ressenties. 2e remarque, j'ai été frappé par cette question de l'accès à la consommation, que j'ai vécu comme, je pèse mes mots et on parle de tout ça avec beaucoup, beaucoup de prudence. J'ai envie de dire que ça reste entre nous et que ce ne soit pas déformé. J'ai mesuré à travers eux, comme je le mesure à travers les riches, notre addiction à la consommation. C'est un sujet, c'est délicat parce que quand on est inclus, je suis inclus, enfin je ne vais pas raconter, je suis député, machin, je ne vais pas raconter que je ne suis pas inclus, quoi. Même si j'ai choisi mon camp, etc., même si on partage, machin, tout ça, malgré tout, on est culturellement, économiquement, socialement inclus. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est cette question de... Donc on n'ose pas en parler quand on est inclus, mais je pense qu'il faut briser le tabou. Ce désir de consommation, c'est une addiction dont ils n'ont pas le monopole, mais dont ils sont les premières victimes. Au-delà des besoins structurels de la dignité humaine, il y a un désir d'accéder au code de la normalité marchande qui est une véritable dépendance. Elle est tragique chez les riches, pour la planète, pour le salut de leur âme, pour tout ça, mais elle l'est aussi pour les pauvres, je pense aussi. Je dis ça un peu provoquant, mais elle l'est aussi pour les pauvres parce qu'elle les met dans des situations de dépendance à des idoles, à des normes, etc. Bon, il faut avoir... Et vraiment, à travers eux, j'ai redécouvert une critique du consumérisme comme une forme d'esclavage et de servitude contemporaine. Et je sais distinguer, comme élu local, militant de la TD Carmonde, je pense savoir distinguer les besoins vitaux et les besoins de reconnaissance sociale passant essentiellement par la consommation et les actes de consommation. J'ai une réflexion là-dessus, avec une réflexion qui n'est pas aboutie. On accueillait Cynthia Fleury pour nos vœux, c'est notre invitée. Donc Cynthia Fleury a dialogué avec les Gilets jaunes de la Circo. J'ai pas eu le temps de débriefer avec elle, mais c'était intéressant. C'était 2 langages qui se rencontraient, etc. Bon, elle a pris le temps, toujours le vin gris, la potion magique, ça a fonctionné. Et alors... il faudra redemander à Cynthia ce qu'elle a découvert avec eux et eux ce qu'ils ont découvert avec elle. Mais, mystère de l'esprit. En tout cas, je lui disais en voyageant, en allant dans le train avec elle, s'ils sont dépendants de la consommation, c'est parce que le méchant, je fais exprès, le méchant capitalisme a bouffé toutes les autres institutions. Elle me dit non. Elle le dit bien plus intelligemment que moi, mais elle dit c'est parce que les autres institutions ont régressé, de la famille au travail comme œuvre, à l'église comme salut de l'âme et communauté sociale, etc. Et toutes les institutions ont régressé, que le monde marchand a tout envahi.
est devenu le code, avec ses nouveaux vecteurs, avec ses machins, ça. Bon, voilà, ça a pris toute la place. C'est entre les deux la vérité, j'en sais rien. Il y a un débat autour de ça. Un n'a pas tué l'autre, mais un a certainement pris toute la place. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose de, encore chez les plus pauvres comme chez les plus riches, d'un problème du spirituel comme forme de liberté par rapport à la servitude des normes marchandes. C'est vraiment quelque chose que j'ai redécouvert à travers eux et je les en remercie. La troisième question, elle est tout aussi tragique, c'est celle de la démocratie. Je suis stupéfait dans ce que je lis dans les journaux de cette alternance de mépris de classe socioculturelle ou de romantisme qui revient un peu au même. C'est les figures de la même pensée distante qui dit c'est géant, c'est génial, c'est l'épopée populaire, et puis en même temps d'un mépris profond autour de cette question de peuple. Et cette question de « ils sont le peuple », je la réfute profondément. Je résiste instinctivement. Je disais, nous sommes le peuple dans la diversité des Français qui composent une république, qui ont fondé une nation autour de ses valeurs, etc., et de combats géo-spirituels et politiques et tout. Mais c'est pas... nous ne sommes pas le peuple parce que nous proclamons par des formes de contestation et tout. Le peuple ne se définit pas dans la contestation des institutions, il s'émancipe dans son contraire, dans son intégration au récit national. Moi, je suis très résistant sur cette idée que parce qu'on conteste les institutions, on devient le peuple. C'est mépriser tous ceux qui ne portant pas un gilet jaune sont tout aussi populaires et ne se sont pas exprimés. Je pense aux marges de l'exclusion qui n'étaient pas présentes. Je pense aux personnes issues de l'immigration qui étaient peu présentes. Et je pense à toute autre forme de monde issu du milieu paysan, par exemple, qui était moins présent que d'autres cultures sur ces milieux-là. Donc dire nous sommes le peuple à partir d'une catégorie socioculturelle me paraît être quelque chose qui atteint à notre idéal démocratique. J'ai vu aussi chez certains d'entre eux, ne pas généraliser, surtout ne pas généraliser, j'ai vu parfois dans ce refus de la représentation ou de la normativité qui est consubstantielle à tout débat démocratique, à toute organisation sociale, la place de la parole, chacun son tour, etc., les règles du jeu. J'ai été confronté dans des réunions de débat à on parle quand, à quel moment on parle, on sort, on est dedans, pas dedans, etc. Des questions, tous les codes de normativité qui étaient contestés et qui m'ont, ça m'a troublé. Je n'ai pas d'avis là-dessus, mais j'ai été troublé. Ce refus d'être représenté, ma proposition malheureuse de dire on va tous à l'Assemblée nationale, je vous explique comment ça marche, surtout pas. Bon, d'accord, très bien. Alors on fait autrement et on cherche et on continue à chercher avec eux, etc. Nous sommes à la recherche de ces codes qui nous permettent de bâtir et de sortir par le haut de cette sacrée crise. Je ne suis pas certain, et je suis tout sauf politicien dans l'âme, mais que les paroles encore aujourd'hui du président de la République ou sa lettre nous aident à bâtir cette sortie par le haut, et on pourra y revenir dans le débat si vous le voulez. Vous avez évoqué, et j'ai rajouté la question, François Heuvet me disait, parle un peu du rural. Beaucoup de choses ont été écrites, j'y vis, je suis absolument convaincu, je le disais il y a une paire d'années, une paire en Lorraine, ça veut dire quelques-unes. Ça fait quelques années qu'on écrit avec Carole Delga, présidente d'Occitanie, avec d'autres, dans des think tanks, dans différents lieux, avec la Fondation Jean Jaurès, avec Esprit Civique, sur la question de une des politiques les plus contemporaines serait d'arrêter d'avoir des politiques de la ville et des politiques du milieu rural et de bâtir des politiques d'alliance ou de passerelle ou de synergie entre les espaces ruraux, périurbains et urbains. L'invention de politiques du lien plutôt que des lieux me paraît être une des réinventions de l'espace démocratique qui me paraît extrêmement important. Habiter les lieux, les habiter politiquement et bâtir des politiques publiques, des stratégies public-privé d'inclusion des territoires, c'est possible. Nous en avons fait l'expérience dans le domaine de la santé, dans le domaine de la formation, dans les domaines de la sécurité. Ce maillage polycentrique du territoire, cette réinvention des politiques publiques au service des personnes et de leur dignité sans territoire abandonné de la République est certainement une priorité qui devrait être affichée aujourd'hui et qui n'est pas un renvoi à la décentralisation, mais la réaffirmation d'une puissance publique qui veille dans son évaluation même à faire de la dignité de chaque personne, à sa capacité, à sa capacité, comme dit Amartya Sen, sa règle d'évaluation.
Je terminerai en évoquant la question de l'enracinement. Effectivement, j'ai vu, moi, dans ces rassemblements, ce besoin de dire « nous », qui avait pris d'autres formes avec des mouvements extrémistes que nous connaissons bien, ce besoin de dire « nous », et je ne cesse de militer dans les mouvements républicains ou démocrates plus classiques du centre de la vie politique, à dire que cette question de l'enracinement, lorsqu'elle est méprisée, eh bien finalement, elle est laissée en monopole aux extrêmes, parce que ce besoin consubstantiel de dire « nous », d'affirmer du collectif, pas des nous qui se referment sur nous-mêmes et qui nous enferment, mais des nous qui, par leur enracinement même, nous ouvrent à l'universel, me semble être la clé même de l'émancipation démocratique et de l'aspiration universelle qui est la culture qui nous rassemble aujourd'hui. À la fois enraciné, et parce qu'enraciné, être capable de nous dire, citoyen d'un lieu, je suis aussi citoyen de la planète, et ça passe par la nation, et ça passe par la communauté des nations qu'est l'Europe, me paraît être un des enjeux démocratiques majeurs. Et nous avons un sacré chemin à faire, mais on peut considérer, après tout, que ce nous des Gilets jaunes, si nous sommes intelligents, si nous sommes ouverts, si nous sommes constructifs, il peut devenir la première pierre d'un nous collectif et d'un nous qui dépasse ce cercle formé par les ronds-points à ce stade. Je me suis interrogé avec eux sur ce qu'était la France et la société, et je trouve qu'ils nous posent des bonnes questions. Je refuse de penser qu'ils ont le monopole des réponses. Ça serait d'une démagogie et d'une lâcheté absolue. Et je redouterais que l'interprétation populiste d'une parole populaire amène notre pays au bord du gouffre. Il est grand temps d'un sursaut démocratique. Merci à Dominique Potier. Heureusement qu'il m'avait dit qu'il n'avait rien préparé, parce que si ça avait été le cas... Merci de ce propos qui finalement, je trouve, résonne très bien, complète, apporte des éléments supplémentaires à ce qui a été dit précédemment, tout en enrichissant, tout en confortant aussi les propos précédents, non pas pour tout ramener à l'unité, mais de façon à avoir un panorama aussi large que possible. Nous avons été un peu plus long que d'habitude, mais je pense que le sujet le méritait. Nous avons devant nous un temps de questions, enfin nous prendrons le temps qu'il faudra pour que les diverses questions puissent venir. Donc il y a 2 micros dans cette salle et des mains commencent à se lever. J'en vois une vers la droite au milieu, enfin ma droite au moins, et une autre un peu plus haut, la personne qui est assise par terre. Ah, bon. Alors, commençons par ici. Nous allons prendre 2 ou 3 questions pour commencer. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, merci. Je pensais à la révolution zapatiste de 1994, où les Indiens qui n'avaient pas le droit de marcher sur les trottoirs, n'étaient vus par personne, étaient invisibles, et ils ont mis des masques, des passamontagne, et ils se sont fait voir, et là, on les a vus d'un seul coup. Et les Gilets jaunes, c'est un peu la même chose. Ils sont devenus visibles, passés de l'invisible au visible. C'était des gens invisibles, mais rajouter à la pauvreté de l'humiliation et du mépris, faut-il en rajouter? C'est inacceptable. Moi, je retiendrai 4 choses. Simplement, De Gaulle disait « Je ne suis pas prophète, mais il m'arrive de voir ce que d'autres voient comme moi, mais ne veulent pas voir. » 1, il faut du travail pour que les mains soient dignes. 2, un toit pour abriter l'espoir et le rêve. 3, du pain pour éclairer la table. Et 4, la santé pour effrayer la mort. Merci beaucoup de cette conviction. Alors, nous passons sur l'autre versant. Oui. Oui. Moi, j'aurais voulu parler. Attendez, quand même... parlez bien dans le micro. J'aurais voulu parler quand même des 80 km/h, parce que j'étais à la campagne au moment où c'est arrivé, et il y a eu vraiment des réclamations énormes parce que les décisions n'avaient pas été prises sur le plan local. Et ça revient, c'est le problème du plan local et des décisions à prendre sur place et à ne pas être imposées de Paris. Merci. Alors, oui. Alors, attendez, on va repartir sur la droite et ensuite, on terminera le 4e sur la gauche. Allez-y, madame. Bonjour. Ma formation juridique me fait
insister sur la notion de démocratie. Nous avons vécu presque une centaine d'années avec une certaine démocratie, avec des notables qui étaient censés représenter les citoyens. Ce qu'il faut voir et qu'on ne montre pas assez, c'est que depuis une cinquantaine, soixantaine d'années, les conditions de vie des gens et leur formation a beaucoup changé. Beaucoup plus de monde a le baccalauréat. Et puis il y a eu la mondialisation, l'informatique, les réseaux sociaux. Donc, toute une classe de gens actuellement est beaucoup plus évoluée qu'il y a 50 ou 60 ans. Elle a pris, grâce à Internet et compagnie, de beaucoup d'abus. Oui, pouvez-vous formuler rapidement la question, votre question? Dans le micro, s'il vous plaît. Ne tient pas assez compte de cette évolution et de la valeur de ceux qui manifestent maintenant. Pour aller vers une nouvelle démocratie plus participative, puisque toutes ces personnes le souhaitent, il nous faut inventer. Actuellement, nous ne savons pas. Nous avons inventé en tenant compte de tous ceux qui peuvent y participer et bien entendu en tenant compte des gilets jaunes. Merci. Alors, nous terminons, quatrième intervention. Merci beaucoup. Fabrice Galliard, je suis membre d'un collectif de cadres militants d'entreprise. Et ma question s'adresse plus particulièrement à monsieur le député, monsieur Dominique Potier. Il a été question, lors des deux précédentes interventions, de deux dimensions importantes qui étaient les espaces de pouvoir et les ruptures qui existent entre ces espaces, et de la question de l'enracinement, qui est une question qui est extrêmement à la mode, à juste titre, je pense. Je fais référence notamment à l'ouvrage de M. Bess, Radicalisons-nous, qui prend à contre-pied cette notion de radicalisation, qui parle en fait de la nécessité du réenracinement. Et la rupture entre les espaces qui a été mentionnée tout à l'heure et le lien qu'on fait avec l'enracinement montre qu'il y a effectivement des inclus, comme ça a été dit par M. Lazorte, les inclus et donc par définition les exclus. Aujourd'hui, est-ce que les exclus qui sont hors sol peuvent être réenracinés dans la réalité du pays? Est-ce que finalement le mouvement ne s'inverse pas? Est-ce qu'il ne faut pas renverser le paradigme? C'est la périphérie, ce sont les exclus qui doivent réenraciner, ramener vers la réalité les espaces urbains, inclus, internationalisés, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Moi, je pense que c'est effectivement cette position, mais dans ce cas, comment le faire? Comment faire que ce mouvement porte ses fruits, et comment les exclus, les périphériques, les enracinés peuvent et doivent enraciner les hors-sol et les inclus. Merci. Merci. Alors, qui veut répondre sur la visibilité, l'exclusion zapatiste? Allez, Frédéric. Juste en quelques mots, parce que ça a été et d'autres questions évoqué. Moi, ce que je vois là surtout, bon, la visibilité, l'invisibilité, monsieur le député, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est la question, normalement, dans notre démocratie, de la représentation. Il faudrait juste... Donc vous avez évoqué les évolutions technologiques. De toute façon, la France est un peuple politique depuis longtemps, a priori, et il y a autant de constitutions qu'il y a de citoyens français. Mais ce que je veux dire,
plaisanterie mise à part, le vrai problème qu'il y a, c'est que le but des institutions n'est pas simplement de représenter, mais de déboucher sur une décision commune, collective, à laquelle nous consentons tous. Le problème que j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure sur la modalité des modes de décision, c'est qu'entre une bonne idée et une bonne mesure, il y a un fossé énorme. Et j'ai essayé, et c'est en ce sens, j'ai été très attentif aux propos de monsieur le député, j'ai essayé de plaider par rapport aux citoyens que nous sommes et aux hommes politiques que nous élisons, que nous critiquons, d'essayer de sortir de cette séparation que l'on met dans nos... Et les journalistes en rajoutent une couche puisqu'ils sont des observateurs, d'essayer de sortir de cette séparation que nous mettons entre les gouvernants et les gouvernés. La première définition de la démocratie, chez les Grecs, elle revient à la possibilité de cette alternance chez le même individu, bien sûr, les communautés étaient plus petites, on ne va pas revenir sur cette question, entre sa position de gouvernant et sa position de gouverné. C'est le même. Il est tantôt gouvernant, tantôt gouverné. Au demeurant, un député fait cette expérience quand il est dans la majorité ou quand il est dans l'opposition. D'une certaine façon, nous faisons tous cette expérience, avec plus ou moins de frustration. Ce n'est pas une question de visibilité ou d'invisibilité, c'est une question de capacité à décider en commun et à décider des choses importantes en commun et de laisser les choses moins importantes peut-être à sa gouverne personnelle. Donc ça, ces espaces, c'est pour ça que j'ai insisté sur les espaces de gouvernement, car de mon point de vue, ce qui était raté dans la décentralisation, c'est non seulement l'articulation des niveaux de gouvernement, mais c'est les niveaux de participation. Il est beaucoup plus facile de participer à un niveau local que de participer à un niveau national. C'est beaucoup plus facile pratiquement. Mais aujourd'hui, la technologie fait presque renverser cette logique. Puisque vous pouvez, derrière votre ordinateur, vous exprimer sur des choses générales, voire très, très, très générales, d'où que vous soyez, et donc prétendre, ce qui est votre droit, malgré tout, d'exprimer votre opinion. Mais tout à l'heure, j'ai commencé mon propos entre la séparation qu'on avait faite entre les bonnes politiques et les opinions imprononçables ou mauvaises. En gros, une forme de... On renvoie chacun à son opinion, et le champ de la politique possible s'est réduit de plus en plus. C'est sur ça, en fait, qu'il nous faut travailler. En fait, le champ de la politique, il doit être plus large. Il est contraint par la globalisation, on n'en a pas assez parlé, mais je pense que c'est un sujet extrêmement important. Tout à l'heure, vous avez évoqué, François, la question de la nation, parce que, bon, c'est vrai, j'ai fait un plaidoyer pour le patriotisme, pour la nation, et que je n'associe pas au nationalisme. D'ailleurs, je tiens à dire une chose, une nation qui n'est pas internationaliste, quelque part, est une nation perdue. D'ailleurs, Péguy lui-même disait que internationalisme, c'est entre les nations. Et cet espace entre les nations doit exister. De toute façon, donc, on ne va pas revenir sur la question philosophique, mais ce que je veux dire quand j'ai fait ce plaidoyer pour la nation, c'est que la question réelle, c'est qu'il faut quand même, à un moment, circonscrire la communauté dans laquelle on accepte des décisions que nous n'avons pas prises, nous, directement, ou dont nous héritons. Et d'ailleurs, il faut accepter qu'à un moment, il y ait des sujets dont on n'a pas parlé et dont il faut parler. Non pas juste pour dire « vous avez décidé pour nous et c'est inacceptable ». Peut-être des décisions collectives ont été prises qui vous paraissent inacceptables, donc parlons-en et essayons de décider en commun. Je vais donc faire une deuxième petite allusion sur la question des réfugiés. Il est exagéré de mettre la balance entre cette question globale des réfugiés, qui est très intéressante, il y a d'ailleurs des ouvrages très intéressants et des points de vue collectifs très importants à prendre, et la question de l'immigration. Ce sont deux thèmes différents. Un politiste anglais qui s'appelle David Goodhart, qui est à mon avis, avait publié il y a quelques mois, à mon avis, l'un des meilleurs livres politiques qui a été fait sur la différence entre les anywhere et les somewhere. En gros, ceux qui sont de partout, de nulle part en fait, et ceux qui sont de quelque part.
Cette situation d'être de quelque part, elle est la situation que vit le réfugié quand il cherche à quitter ce quelque part qu'il opprime, l'immigré, etc., ou que vit celui qui habite dans un territoire où il n'y a plus d'emploi ou qui se sent délogé par des nouvelles populations qui arrivent. Il faut bien prendre la politique du point de vue des somewhere. C'est absolument capital. Les somewhere, c'est nous tous, d'une certaine manière. C'est le grand nombre. On est toujours quelque part. On n'est jamais nulle part. Et quand on peut être ailleurs, c'est qu'on a beaucoup de chance. Donc c'est une petite capacité de l'humanité, qu'elle soit spirituelle ou physique, au demeurant. Que ça s'achète par la richesse ou par l'esprit. Mais ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a eu une aussi grande incompréhension par rapport à la question des réfugiés, c'est qu'il y a eu une aussi grande absence de débat sur la question de l'immigration. 30 ans de non-débat, 40 ans de non-décision ou de prise de conscience collective, sur des effets qui ont été très concrets. Donc maintenant, je le dis souvent, moi j'ai des discussions qui peuvent être très animées avec des gens de tous bords et qui me disent « oui, mais maintenant c'est très simple, il y a trop d'immigrés ». Je dis « non, il n'y a pas trop d'immigrés, il y a des enfants d'immigrés qui ne sont plus des immigrés, donc ils sont des Français, donc qu'est-ce qu'on fait ?» Donc en réalité, c'est là où nous en sommes. Nous en sommes à comment être aujourd'hui accepté de vivre en France et d'être responsable, co-responsable de la communauté française. Dominique, tu as été interpellé directement. Et puis il y a les 80 km/h à ne pas oublier. Et voir à quel point cette question a fait sourire. Et moi, j'ai fait un compte rendu de mandat il y a peu de temps, je fais ça tous les ans, et mi-mandat, je vais dans les 180 communes. Écouter parfois 2-3 personnes dans des villages de 50 habitants. Donc on entend des choses qu'on n'entend pas, comme dans les cérémonies de vœux, on entend des choses qu'on n'entend pas dans les réunions d'habitués, d'entre-soi. Et cette question des 80 km/h, elle est remontée très fort. Et le premier sentiment était une sorte d'agacement. En disant, pour ma part, bon, puis si je dépasse, je peux les payer. Enfin, je me suis dit que culturellement, ça m'agaçait, c'est que je pouvais m'en affranchir en pensant que... Voilà. Et des personnes m'ont expliqué ce qui est pour la France une vraie chance, c'est de redécouvrir la vie de ces gens qui, sans être dans l'extrême pauvreté, sont dans la précarité permanente. Quand il y avait un couple dans ce village-là, ils travaillaient chacun à 50 km dans 2 horizons divers. Ils avaient un budget de carburant de l'ordre de 400 €. On l'avait recomposé ensemble au tarif de l'époque. On était en novembre. Un peu baissé, mais autour de 400 €. Le moindre PV de 90 € venait, vous mettez 2 salaires au SMIC ou à 110% du SMIC, 3 enfants, et vous imaginez ce que ça signifie, pour ajouter chauffage au fioul, etc. Vous imaginez comment on est sur la ligne de flottaison. Et ce n'est pas des rêves de croisière ou des rêves de home cinéma, hein, c'est des rêves de y arriver, pouvoir partir 15 jours, etc. Bon. Et ce PV qui tombait pratiquement tous les mois, qui coûtait 100 balles, machin et tout, était devenu une obsession. Et ces gens-là ne sont pas des chauffards, quoi. Hein. Donc cette question-là, moi, dans la rationalité du Premier ministre, je défends Édouard Philippe et je réponds à 1000 pétitions que la vie n'a pas de prix, etc. Et puis j'entends d'autres Français cette parole qui dit quelque chose de la vie quotidienne. Et à ces gens-là, moi, je sais très bien que pour envisager de changer de voiture, par exemple, on est sur un pas de temps de 5 ans, et que la réalité économique ou socio-économique d'envisager un couple domicile-travail différent, et peut-être plus cohérent, etc., c'est un pas de 10-15 ans. Peut-être, hein, voilà, mais ça ne peut pas être tout de suite. Et l'immense erreur est quand même d'avoir eu à la fois une sorte d'hubris métropolitain qui a totalement méprisé ces populations-là, dans les discours, dans les récits culturels, dans les politiques publiques, et puis une transition écologique qui réinvestisse de manière pingre que 15-20% des crédits, alors que 50% ont été à minima nécessaires pour temporiser l'effet social, etc. Donc c'est notre incapacité à partager collectivement l'effort. C'est pas un problème d'effort, c'est un problème de partage de l'effort. Et le partage suppose un sursaut spirituel pour ceux qui doivent concéder une part de leurs avantages. Et c'est de ça que souffre notre société terriblement. Moi, je vais dire en quelques mots, et puis je vais pas être trop long, vous n'hésitez pas, François, à me couper. Hein. La question, c'est la question de l'individualisme. On a vu beaucoup d'individualités se retrouver et faire du nous éphémère, ou du nous durable. Ça fait quand même 2 mois maintenant, ça commence... Bon.
c'est plus qu'une aventure, hein, ça commence à durer. Bon. Ce nous qui se construit est parti d'un individualisme. La question, c'est qu'est-ce qu'on a raté dans tous les corps intermédiaires? Moi, l'interrogation, elle est profonde. Qu'est-ce qu'on a raté dans la paroisse? Qu'est-ce qu'on a raté dans le syndicat? Je suis dans tout ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a raté dans l'association d'éducation populaire? Qu'est-ce qu'on a raté à Famille Rurale? Qu'est-ce qu'on a raté? Mais partout, dans tous ces lieux, je vous parle pas du Parti Socialiste, ça, vous allez ricaner. Mais qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qu'on a raté? Mais ici, dans la section du parti, qu'elle soit celui-là ou les Républicains, peu importe. Comment, à la CFDT ou à la CGT, à la CFTC ou machin, comment, à Famille Rurale ou à l'MJC et tout, on n'est pas réussi à faire de ces individus en quête d'expression politique, de faire de leur souffrance une expression, des solutions et une expression politique. Ça, vraiment, il n'y a pas une interrogation dans tous ces mouvements-là pour repenser la question sociale, alors ils passent à côté d'un sacré rendez-vous. Bon. Moi, je pense qu'une des réponses fortes d'une politique publique, c'est pas le populisme, et je crains qu'on en prenne le biais, en donnant cours dans un référendum à venir à quelques revendications instantanées qui oublient le temps long et qui méprisent des questions essentielles de notre constitution, de nos institutions et des enjeux à venir. La vraie réponse, c'est l'éducation populaire. Le seul bricolage que je vais faire dans les 2 mois qui viennent pour jouer le jeu, j'ai dit à l'Assemblée au nom du groupe qu'on jouerait le jeu du débat national, c'est un hackathon qui sera un hackathon social-fiscal sur la question de la transition sociale écologique. Comment ne pas faire péter la planète, donc réduire nos gaz à effet de serre, en même temps qu'on va sauver la République, c'est réduire les inégalités qui sont devenues indécentes et qui sont une injure à la démocratie. Donc comment réduire les inégalités et les gaz à effet de serre. Et ça en 24 heures, précédé de temps de formation. Et viendront à l'hackathon ceux qui seront formés. C'est-à-dire qu'on ne se prétend pas musicien comme ça, on ne fait pas un orchestre spontanément. Il faut se former. Il y a différentes méthodes pour se former. D'accord, mais il faut se former. Et on va essayer de faire un chorus. Et on ne va pas être d'accord. Moi, je ne crois pas qu'on fait une parole commune. On va organiser nos controverses. Parce que je suis sûr qu'un bon hackathon, il va révéler que, même parmi nos amis gilets jaunes, on va retrouver 3 courants de pensée. Un libéral, un plus partageur, un plus machin, un plus écolo, un plus productiviste, un plus machin et tout ça. Bon, voilà. Et on aura réorganisé ce qu'on appelle de la démocratie. Moi, j'attends pas une solution commune ou magique. J'attends qu'on fasse de la démocratie à travers 2 séances de formation, un hackathon. On est en train d'y bosser, c'est couru. L'enracinement, qui est très à la mode, c'est pas lancer. J'aime bien dialoguer avec les gens de limite, mais c'est un dialogue qui est toujours sur le fil. Moi, ma référence, c'est Simone Veil. Sur l'enracinement, c'est pas tant un lieu que la capacité à se situer. Or, je pense et je dis qu'aujourd'hui, que la faillite des institutions traditionnelles, dont je ne suis pas nostalgique, mais dont je dis qu'elles doivent être remplacées par d'autres institutions, doivent permettre à tout un chacun de se situer dans son rapport à l'autre, dans la notion de justice, qui est l'institution de la politique, dont Michael Fossel nous rappelait il y a peu de temps à l'Assemblée qu'une des grandes perversions peut-être de l'aventure macronienne, qui a d'autres avantages, elle nous a évité le pire pour un temps, dans la durée, je me permets de douter ici. Mais en tout cas, c'est la négation du débat, de controverse dans la politique autour de la question de la justice. À nier cette question-là, et en mettant d'un côté ceux qui savent, les gestionnaires, les techniciens, les performants, et en renvoyant à la périphérie symboliquement tous ceux qui pensent autrement que la bonne raison technicienne, gestionnaire, mondialiste, etc. et tout, on fabrique... on évite la controverse autour de la question de la justice. Réinstaller le débat politique dans notre pays, c'est aussi une forme d'enracinement. Je ne suis pas nostalgique de l'ancien clivage droite-gauche, mais je dis que si on ne crée pas des clivages autour des questions contemporaines qui sont le changement climatique, la question sociale et toutes les questions que vous avez en tête, les questions de civilisation, alors nous ne faisons pas œuvre d'enracinement au sens de nous situer. Comme le disait Simone Veil, ça passe par un lieu, certes, c'est pas comme paysan que je vais vous dire le contraire, mais ça passe bien plus que ça par des géographies à taille humaine et qui épousent la taille de la planète in fine, de la personne humaine à la planète. Il y a cette même humanité. Enfin, et je vais m'arrêter là. Alors, nous allons reprendre quelques questions. Bon, je vous préviens par avance. Une question à laquelle on n'a pas vraiment répondu, là, sur la valeur exemplaire de l'expérience, la question de monsieur tout à l'heure, est-ce qu'on vous a répondu? Sur l'enracinement, enfin. J'ai une question à poser, je ne sais pas. Alors, oui. Bon, on va quand même avancer parce que l'heure tourne. Je vous préviens par avance, il y aura des frustrations, parce qu'il va bien falloir s'arrêter à un moment donné. Donc, c'était
l'anticipation. Alors, nous allons commencer par ici. Je ne sais pas où est la question. J'avais une question à vous poser. Oui, je suis arrivé un petit peu en retard parce que j'avais autre chose. Et du coup, je ne sais pas si l'aspect a été abordé ou pas. S'il a été abordé, n'en parlez plus. Mais ça me paraissait intéressant. J'ai été en province ces derniers jours. J'ai été un peu plus près des Gilets jaunes qu'on ne l'est à Paris. Et j'ai mieux mesuré aussi, peut-être de façon intuitive, la part du déficit spirituel, je dirais, dans le soulèvement des Gilets jaunes. Certaines personnes m'en ont parlé. J'ai eu l'impression moi-même de le toucher un peu du doigt. L'impression du ciel vide, la perte de la transcendance, la mort de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, derrière toutes les autres causes, financières, etc., administratives, l'informatique qui mouche, les 80 km/h, est-ce qu'il n'y a pas aussi un ciel bouché au-dessus, ou l'impression d'un ciel bouché qui conduit aussi, qui a aussi nourri pour partie ce mouvement des Gilets jaunes? Je pense que c'est une question à poser ici, particulièrement aux facultés jésuites. Merci. Alors, de ce côté-là, il y a ici vers le devant. Oui. Attendez, oui, allez-y. Une question, oui. après je veux bien le passer Oui. aux personnes qui sont devant. Donc le grand débat national vient de s'ouvrir. Il y aura des frustrations, je vous ai prévenu. C'est l'opportunité de faire des propositions. Est-ce que les intervenants ont une ou deux propositions clés majeures qu'ils souhaiteraient partager avec nous? Merci. Très bien. Alors on repart de ce côté-là, Oui. dans le fond. Oui, moi j'avais juste une question sur la notion de débat, parce qu'on a l'impression que énormément de choses tournent autour de cette notion et qu'on projette chacun peut-être des représentations assez différentes et on a une vision un peu idyllique finalement du débat, du fait de s'écouter, du fait qu'il suffit d'écouter l'autre et que du coup on va entendre les super solutions que les autistes qui nous gouvernent n'avaient pas envie d'entendre. Et donc je voulais poser cette question plutôt à Dominique Potier de voilà, cette mythologie du débat, puisque j'ai cru comprendre qu'il organisait quand même un exercice démocratique qui supposait que ce soit un peu... Merci. Alors travaillé. on termine de ce côté-là. Oui, voilà. Très brièvement. Dans le micro. Oui, dans la crise des Oui. territoires, je me suis demandé si finalement il n'y avait pas aussi une espèce de responsabilité de l'Église dans la mesure où elle a, peut-être par force en quelque sorte, laissé fermer tant et tant de paroisses dans nos campagnes. Ah oui, c'est une question très concrète. Voilà. Bon. Alors oui, allez-y. Merci. Ah, une cinquième question. Allez. 3 brèves questions. Juliette Makowiecki. Interpellation, Monsieur Frédéric Lazorde, vous parlez de fiscalité écologique à propos de la taxe sur le carburant. Première chose, c'est une fiscalité, c'est certain. Je pose la question, est-ce vraiment écologique? Et je rejoins le besoin de formation. J'ai entendu beaucoup d'avis très divergents sur le sujet. Donc je pose la question de la réalité écologique. Deuxième question. J'ai entendu un appel aux paroisses à organiser le débat. Je ne suis pas sûre que les paroisses, les moyens, les prêtres sont surchargés de travail. Donc, quels seraient les moyens d'aider et de susciter ces débats dans les paroisses? Et troisième question, vous avez beaucoup parlé de national. Quid des causes du chômage, de certains accords internationaux pour lesquels je pense aussi qu'il y a besoin de nous former, et des conséquences qui permettent de balloter des usines d'un point à l'autre de la planète au détriment de l'emploi en Europe et particulièrement en France. Donc merci. Ce sont des pistes de futurs débats ou de formation. Oui. Alors voilà, donc très rapidement, voilà, pour faire l'équilibre entre la droite et la gauche. Je vais être très court, très court. D'abord, je voudrais annoncer à ceux que ça intéresse que le Parlement britannique vient de refuser l'accord pour le Brexit. C'est voilà, rejeté, donc on rentre dans une période de trouble là aussi. Et juste une question très courte, je suis journaliste à La Vie et dans l'équipe de rédaction de La Vie, nous avons un spécialiste des États-Unis qui est allé une dizaine de fois faire des reportages de fond aux États-Unis et qui nous dit qu'il est frappé de voir la ressemblance entre les Gilets jaunes et l'électorat de Donald Trump dans leurs réactions et dans leurs besoins de visibilité et dans tout ce qui ressort en termes d'enracinement, en termes des questions qu'on vient d'évoquer. Faut-il s'en inquiéter? Bien, alors nous allons rester là. Je vous signale qu'il est déjà 9h. On a déjà pris un peu de retard par rapport à l'horaire, mais je pense que vu la passion
des questions et des réactions, personne ne va le regretter, mais je propose que nos intervenants répondent à ces questions et que nous en restions là pour ce soir. Alors je laisse d'abord la parole à François qui choisira la question ou les questions auxquelles il veut répondre. J'avais entendu une question tout à l'heure qui m'avait passionné, mais elle n'est pas venue aussi directement dans le débat. Monsieur, tout à l'heure, à ma gauche, a posé la question de est-ce que c'est pas finalement dans ces territoires, vous me direz si je me trompe, que s'inventent un certain nombre de solutions face aux crises que nous traversons. Bien, je me suis fait la réflexion à partir de quelque chose que je vous avais dit tout à l'heure sur la résilience. Quand, pour différentes raisons, les budgets ne suivent pas, l'État se désengage, etc., les gens ont une formidable capacité, on peut la décrire, c'est l'objet de reportage, à inventer des solutions. Cette hypothèse, je la fais non pas que je souhaite un désengagement de l'État, mais on est obligé de constater que quand l'État recule, les citoyens sont parfois capables d'inventer des solutions. Et c'est cette créativité que je voulais souligner, parce que cette créativité, elle est faite aussi de solidarité de proximité, souvent affinitaire ou familiale. Alors on peut dire ce schéma-là, il est excluant. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne sont pas dans cette logique gagnant-gagnant? Qu'est-ce que je peux apporter au tronc commun? Cette question, je la suis posée dans la Nièvre, et une des réponses que j'ai trouvées, c'est pas moi qui l'ai trouvée, c'est un de mes amis avec qui j'ai discuté de ça. Il m'a dit n'importe qui peut être contributeur à ce projet résilient. Et je pense que parce que ces expériences-là sont porteuses de valeurs de solidarité, elles sont très éclairantes. Il y a de la solidarité en ville aussi, mais ce que je voudrais dire là, c'est qu'elles sont, à travers leur créativité et leurs inventions, des pistes intéressantes à explorer au-delà des territoires où elles se déploient. Le problème assez classique, et les élus ne démentiront pas, même ceux de bonne volonté, il est parfois difficile de passer du terrain à l'initiative politique, au projet soutenu au niveau politique. Donc, moi, je pense que s'inventent à travers la crise, etc., se dessinent en tous les cas des formes de solidarité très porteuses pour l'avenir de l'humanité, d'autant plus qu'elles sont assez critiques pour toutes les dérives de l'ultralibéralisme et ses conséquences dans les vies de chacun, en ville et à la campagne. Merci. Merci. Frédéric. Alors, il y a eu une question qui était portée sur la question de l'Église, sur laquelle je ne répondrai pas directement, mais qui m'a interpellé plus sur à la fois la paroisse, donc comme un lieu de sociabilité, de société, de vie en commun, et de quelque chose qui va au-delà juste de la régler ses affaires communes, donc de cette ouverture au spirituel, ou aux choses de l'esprit, ou aux choses qui nous dépassent. J'ai moi tout à l'heure évoqué le patriotisme, mais je voudrais juste revenir sur la question du politique et de la République. Vous savez, certainement, vous éprouvez qu'il y a eu dans les fondateurs républicains français, quelquefois même sous l'emblème de la laïcité, une idée, une aspiration, une volonté de donner un contenu spirituel à une réalisation politique qui n'est pas juste d'ordre matériel ou de coexistence des classes. J'y reviens parce que ce contenu spirituel, il avait aussi un autre nom, c'était l'éducation, l'école, ce qu'on mettait derrière l'école, et qui ne se limitait pas d'ailleurs à l'apprentissage de savoirs définis ou techniques, si je puis dire. Tout à l'heure, j'ai évoqué, monsieur le député, vous l'avez peut-être entendu, mais c'est vrai que ça a toujours été mon point d'achoppement avec la vision que développe Emmanuel Macron, enfin l'un de mes points d'achoppement, son insistance sur la société technologique des savoirs, l'économie des savoirs, on parle beaucoup de ça, sur l'émancipation, donc une vision qui est purement instrumentale en fait du savoir, et c'est pour ça que j'ai cité cette formule du général de Gaulle sur la culture générale, ou la culture commune, ou ce qu'on a en commun, ou la manière dont le savoir nous élève ensemble. Alors il est vrai
que ce qui est le plus frappant dans la crise, sans doute, c'est que en démocratie, le grand nombre, a une qualité. C'est qu'il est le grand nombre, donc la majorité. Et il semblerait, ça ne fait pas tout, bien sûr, hein, il faut se qualifier davantage, mais il semblerait que c'est la seule qualité, et même qu'on ne lui reconnaît même plus. Je dirais, la qualité du grand nombre a été oubliée. Il ne s'exprime plus que comme une masse qui dit, voilà, vous m'avez oublié, je compte, et qu'est-ce que vous faites pour moi ? Et pas simplement, je suis un nombre, un grand nombre, un certain nombre, et je fais quelque chose pour la société. Donc c'est cette question de se gouverner, c'est pas l'émancipation individuelle, mais s'émanciper en commun, sur lequel je remettrai davantage le point pour terminer mon intervention, et si j'ose dire, qui est le propre du politique. Donc le politique, c'est pas des décisions techniques, c'est même pas des décisions rationnelles forcément, parce qu'il y a de l'irrationnel dans le rationnel. Vous me posiez la question sur est-ce qu'il y a une fiscalité écologique, etc. En fait, c'est plus aux députés de répondre, mais comme vous savez, d'abord, c'est une fiscalité politique. Et donc, dans une fiscalité écologique, on décide d'appeler ça au nom d'un certain de choses réelles, hein, je ne dis pas que c'est irréel, mais de le faire sous une certaine forme qui est totalement contestable, qui n'a pas été débattue, qui n'a pas été vraiment prise en compte et qui n'a en tout cas pas été comprise. Il n'empêche, effectivement, la démocratie, ultimement, c'est que le plus grand nombre comprenne des choses qui sont quelquefois simples, compliqué à mettre en œuvre, mais simple à comprendre pour tout le monde. Et c'est là le rôle du politique, le rôle de nos représentants, le rôle de nos politiques, le rôle de Dominique Potier, c'est effectivement d'arriver à quelque chose de commun à partir de choses qui sont très éparses, très diverses. Je vous laisse donc la parole. Merci. Belle transition. C'était un bonheur ce tour de table, ça m'a permis de goûter un peu ce que vous avez pu dire avant. Moi, je me souviens d'un débat à l'Assemblée avec Esprit Civique. Il y avait Olivier Abel qui était invité. On était en 2015. Le Front National avait failli prendre trois régions. Déjà, sur le hollandisme, on n'était pas bien. Il y avait eu les attentats un mois avant et tout. On disait Olivier Abel, vous êtes président de la République, vous êtes une constituante, quel est l'acte 1 ? Et il répondait lutter contre toute forme d'humiliation. Je pense que cette question-là est fondamentale, source de toutes les violences. Bon, je ne vais pas vous le faire ici, vous voyez bien. Et je me dis vraiment que la question de l'éthique, il disait, c'est pas qu'une question pour les institutions, pour notre économie que de ne pas être humiliante. C'est une question du pacte civique. Tout citoyen devrait s'engager à ne pas être humiliant pour autrui. Ça serait la première humiliation. Et je pense que dans cette révolte des Gilets jaunes, il faut entendre la somme des humiliations subies par toute une catégorie de personnes qui, pour des raisons autant économiques que culturelles, se sont sentis en sécession, comme d'autres catégories de Français se sont mis en sécession dans la catégorie des plus riches, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, la solution, elle est éthique, c'est le général de Gaulle qui disait, à la fin, la solution, elle est sociale et morale. Et il dit ça au moment de la fondation, devant, je ne sais plus quelle ville allemande, devant les jeunes Allemands rassemblés, et il dit, votre horizon, on est en train de bâtir la réconciliation franco-allemande. Je crois qu'on devrait relire les fondateurs de l'Europe, Adenauer, Gasperi, Schuman. Il faut relire ça. De Gaulle, au nom de cette inspiration, dit à la jeunesse allemande, vous allez surmonter toutes les épreuves de l'histoire, etc. On est 17 ans après la conclusion de la guerre mondiale, et il leur dit, vous allez aider les peuples africains à s'émanciper, à se nourrir, etc. Donc il projette l'Europe à peine réconciliée dans le récit post-méditerranéen, et il leur dit à la fin, la solution est morale et sociale. Au fond, la question est sociale et morale. Donc il place le niveau de cette après-guerre, de cette traversée, cette sortie, de cet exode, exil, je ne sais pas comment on pourrait faire la métaphore, mais qui est notre récit contemporain, devrait être lu à cette aune de cette question sociale et morale. La question de l'éthique aujourd'hui, elle porte deux noms. C'est celui de la dignité de la personne et du bien commun. La question de la personne humaine et de sa dignité, comme celle de l'humanité au sens de la maison commune, ne vont plus de soi et sont tous les deux fragiles. Et c'est cette fragilité dont nous avons la charge et l'héritage aujourd'hui. Alors moi, je donne simplement comme un clin d'œil et un pied de nez dans cette maison de la catholicité, leur dire la réponse, elle vient de la République qui nous dit égalité, fraternité, liberté, fraternité. Égalité parce qu'on crève d'un manque de justice, et l'injustice
défait le pacte républicain, ni le pacte républicain est une insulte au pacte républicain. Donc il faut remettre de l'égalité. L'écologie nous l'impose vivement, puisque le principe même de limitation des ressources nous invite à les partager, sinon à être prédateurs d'autrui, etc. Donc nous sommes amenés à la révolution du partage, qui est celle de la justice aujourd'hui, qui est la condition même de la survie de notre humanité. Nous sommes amenés à la fraternité, et je le dis, c'est l'anti-ruissellement total. Je pense au contraire, et pour en avoir expérimenté dans des responsabilités locales où on bâtit des services publics, des solutions, etc., si on ne part pas des plus pauvres et des plus fragiles au départ, on n'y arrive jamais. Si on ne part pas d'eux au départ, on n'y arrive jamais. Et regardez la force et l'émergence, le génie qui s'invente aux périphéries du monde, aux périphéries du handicap, etc., dans des inventions de solutions. Tous ceux qui sont partis d'eux inventent le monde de demain et trouvent des solutions. Ceux qui pensent qu'on arrivera à eux si on a été très riche et très puissant se moquent de nous. Donc la fraternité au sens de la prise en compte de la fragilité des plus fragiles. Et puis la question de la liberté au sens de l'affranchissement. Pas une liberté de l'individu atome, mais l'affranchissement des idoles. Là, je sors peut-être de mon registre républicain, mais non, je le dis fortement, l'affranchissement des idoles est une grande affaire contemporaine. Comment est-ce qu'on va s'affranchir des idoles? C'est la grande question, et ça passe pas par cette fiction qu'est le progressisme, ça passe par un nouvel humanisme. Mais, merci beaucoup. Je ne peux pas me retenir d'ajouter mon grain de sel à cela sur la question du spirituel, parce que les fondations spirituelles de la République ont été évoquées, sauf qu'au début, un antagonisme très fort a opposé le spirituel, Jules Simon, au positiviste comtiste Jules Ferry, et c'est le comtisme de Jules Ferry qui l'a emporté, la foi dans le progrès scientifique, l'instrumentalisation des savoirs, et nous ne finissons pas d'en payer le prix aujourd'hui encore. Ça vient d'être avec talent rappelé à plusieurs reprises.